Ils disent que l'alcool inclut des risques de cancer, de déficience cognitive, maladies mentales, des troubles de la consommation, des crises cardiaques, des blessures intentionnelles ou pas. Donc, il y a vraiment plusieurs méfaits aussi liés genre, au comportement criminel, violence familiale, bref, tout ce que tu peux imaginer. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça. Everyone drinks, right? But Yeah. not everyone does crack cocaine. Yeah. So I was thinking in terms of like, you know, when you think of like someone who does crack cocaine, you don't think of anyone who's functional. No. But then you have some people who are like who drink, and then they're like, yeah, they have a drinking problem, but they're still a little bit more like they have like families, and but I guess that's a cultural thing. It's how we portray it. I'm not saying that it's based on I'm not saying I have any empirical observation whatsoever. You know, I just don't know anybody. I personally who's had crack cocaine problems. Yeah. Troisième, tabac. Quatrième, cannabis. Et cinquième, ecstasy. Celui-là, ça me surprend. Ouais. Ouais. Pour l'alcool, la raison que c'est une des pires, c'est que ça a beaucoup d'effets sur la santé, comme des problèmes cardiaques, déficience cognitive, bien sûr, intentionnelle ou non. Donc, ça a beaucoup plus d'effets néfastes comparé aux autres drogues pour l'alcool. I'm guessing the guy. I feel like the woman has a hobby. She knits and stuff, and he's just sitting there. He looks a bit lonely. It can be anyone that has an Okay. addiction when Yeah. you think about it. Uh-huh. Maybe the guy at first is more of a stereotype look, Yeah. but let's say this woman may have needs to go get some medication, and those can be drugs, so she could have an addiction with the drugs that she used for her medication, or she can just use drugs. Pense à un toxicomane dans ta tête, à quelqu'un qui consomme des drogues, puis il me décrit qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Il a toujours l'air fatigué. OK? Il est pas très motivé. On dirait que ça lui dérange pas vraiment. Il voit pas nécessairement tout le temps le futur. Là. You want me to be stereotypical? I don't know. I have to know more about them. Good answer. Good answer. I really do. It's the truth. I think, to be honest, the guy in the hoodie looks like it seems kind of messed up me saying that, but I think he This probably, one? yeah, seems shady. Yeah, he seems shady. I feel like honestly, it could be anyone. Like there's not like a particular look for someone who's addicted, right? Because most people will do it behind closed doors. Like if we're going based off of like people's general assumption of like what a person who's addicted to looks like, it would be the one on top. Well, it can be anyone. Like because let's say this woman has to get a lot of medication, so a lot of her medication are drugs. So who says that she's not gonna get an addiction? That's true. But we do have the image in society that maybe this one Your may typical have, shady person. yeah, Yeah. will have more of an addiction to, but it's not necessarily the case. La première approche que je ferais, ça serait une approche plus je suis là pour toi. C'est toi qui conduis, je suis à côté de toi, tu me dis ce que je peux faire pour t'aider, s'il y a des journées, bonnes journées, des mauvaises journées, mais je suis quand même là sans jugement. Mais tu as des gens, genre, qu'avec ça, est-ce que c'est pour régler le problème, est-ce que c'est pas pour régler le problème? Il y a des gens, genre, qui ont besoin que ça soit plus, qu'on les brasse, leur personnalité un peu, qui sont un peu plus de caractère fort. À moins que la personne te le dise, regarde, brasse-moi, genre, chaque fois que ça arrive. Je pense que la meilleure approche, ça serait vraiment plus une approche un peu plus de compassion, puis de support moral, support point. Good. En Non, excellent, c'est justement ça, c'est de pouvoir naviguer entre les deux puis trouver un milieu qui fait du sens pour toi et pour la personne. Ouais. Donc, les choses que les clients ont souvent besoin, c'est le support, d'être bien entouré, d'être soutenu, mais en même temps, toi, comme soit intervenant ou comme membre de leur famille, il faut que tu sois capable de mettre des limites claires pour la personne. Fait que c'est de pouvoir naviguer entre les deux. It depends on the person, and it definitely, I would say it has to be both. It can't be the two extremes. That way you won't really get to the person will kind of shut you off. But I would definitely say it depends on the type of person they are. I definitely think it has to be a mix of both. For Good. sure. Yeah. That's what it is, right? It's learning to navigate between both extremes and to find a middle ground for the both of you. Yeah, exactly. Part of your brain that is supposed to help, like that helps, like stimulate, like with like things that you like and things that help you, like that. I think
brain sends chemicals to your brain that help like kind of like euphoria that helps you like what you're doing. So like once you get hooked onto something like crack or heroin or something like that, like it's like it constantly helps it constantly once you get that, it's like almost like it helps the brain feels rewarded. I guess kind of Yeah. right? Well, it's actually the environment. So let's say someone starts using drug, but they're isolated and they have no family and just all by themselves. Well, you're right in the sense that they will go and get something that stimulates them, and it can be the drug that will stimulate them. Like for an example, there's a study that showed during the Vietnam War, some American soldiers, because they were killing people, they wanted something to stimulate themselves, so they were using heroin. But when they came back, 95% of them stopped using heroin. So because they were back with their family and not in a depressing environment. For alcohol, isn't it the dependence? Okay. Well, also drugs. You build up the tolerance, and then also there's the social aspects of behavior. So then that's why it's hard to stop. So when you see the social triggers, you also feel like a need to continue to do it. So you think it's more based on the person's environment and social triggers, or something that they have in them that's keeping them from stopping? I would imagine it's both. So like, if you have more willpower, you can overcome some of the social aspects. But then, if the social impact is really high, it's really big, then having willpower isn't enough sometimes. Okay. So we have one example in particular from soldiers in the Vietnam War. Mm-hmm. So when they were over there fighting overseas, the things that they had to do and the things that they had to see were so traumatizing that some of the soldiers in fact started using heroin to try to forget what they had seen and get over it. But when they came back, 95% of them were able to stop using and never even touched it again. So the environment that the person is in has a big impact on whether or not they'll be able to stop using or that they'll keep using. Mm-hmm. Right? Good. Sinon, l'acceptation sociale que l'on en donne à un certain moment. Et évidemment, tous les lobbies qui pèsent sur les gouvernements pour que soit accepté certaines drogues par rapport à d'autres. C'est une réponse très intéressante parce que justement, il y a une criminologue, Juliane Bouchaban, qui avance qu'il y aurait un apartheid des drogues, dans le sens où il y aurait des drogues qui sont privilégiées en fonction de qui les utilise. Par exemple, dans le cadre médical, par les médecins qui auraient une autorité médicale de les délivrer, et non en raison de leur dangerosité. Donc, une personne qui va prendre de la drogue dans la rue, elle va être vraiment criminalisée parce que le contexte n'est pas, on va dire, accepté socialement comme vous l'avez dit, tandis qu'un médecin avec un patient, c'est tout à fait correct. Est-ce que tu sais c'est quoi un centre d'injection supervisé? Non. Non. Fait que c'est un centre essentiellement où est-ce que les gens peuvent aller se procurer de la paraphénie propre pour pouvoir consommer leur substance. Ouais. Qu'est-ce que tu penses sont les bienfaits d'offrir ce genre de service-là? Mais c'est compliqué parce que tu viens donner un pansement sur l'addiction. Okay. Si tu peux avoir une ressource propre qui au moins va t'aider justement à traverser ces périodes-là, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est pas supervisé dans le sens que n'importe qui peut arriver à n'importe quel moment puis avoir accès. Est-ce que ça les aide à long terme ou pas? Ça, je suis pas certain. Mais si c'est un centre où est-ce que c'est justement, regarde, venez vous chercher votre drogue que vous avez besoin, puis on peut pas s'inquiéter du côté humain. Mais je pense que ça, c'est pas bon En fait, ces centres-là, habituellement, ils peuvent offrir les services aux deux genres. Okay. Donc, ils vont rencontrer la personne où est-ce qu'ils sont dans leur réhabilitation. Ouais. Donc, ils peuvent non seulement leur donner la paraphénie stérile, ils vont aussi assurer la transition de ça à d'autres services. Okay. Donc, souvent,
les sites d'injection supervisée vont offrir toutes sortes d'autres services comme des traitements, référence à d'autres endroits aussi où est-ce que les gens peuvent recevoir des services. OK. Donc ça ne s'arrête pas seulement au centre d'injection, mais il assure un continuum des services puis les aiguilles ailleurs aussi. Est-ce que, en fin de compte, ces centres-là sont bien équipés avec beaucoup de gens? Oui. Ouais? Oui. OK. Ouais. Fait que quand les personnes consomment activement, il y a du monde là pour les surveiller, pour pouvoir intervenir en cas de crise ou en cas d'urgence. Si les personnes font une surdose aussi, tout le monde qui travaille là sont pleinement qualifiés pour pouvoir intervenir. Ah, ça c'est bon. Dépendamment du stade ou de l'état de la personne, c'est peut-être aller à l'hôpital. C'est peut-être la première chose, ou un CLSC. Ça serait les deux genres que je pourrais te nommer au bout de mes doigts. Mais autre que ça, les autres services, je ne connais pas très bien. Donc ça serait un bon début, right? L'urgence dans les salles d'hôpitaux. Aussi des centres de sevrage dans la région. Il y a des centres qui font des évaluations du trouble de toxicomanie de la personne. Puis là, ils peuvent aiguiller et placer cette personne-là dans différents centres de réhabilitation dans la région d'Ottawa. Les CLSC, comme tu as mentionné. Donc, il y a plusieurs centres quand même dans la région d'Ottawa qui peuvent aider les gens.